Chapitre 2. Monadis, graine d'étoile. Alors, au-dessus de Jacques et ses nombreux amis, une large porte illuminée de toutes les couleurs du monde s'ouvre et les invite au passage. Jacques n'en revient pas lui-même. Comment a-t-il pu faire cela, se demande-t-il. Et il pense à Novam qui s'est sacrifié pour ouvrir la 13e porte. Et s'il était maintenant omniprésent à travers ce noyau, peut-être l'a-t-il aidé. Soudain, le sol se met à trembler, les secousses se font vives. La planète semble prise d'un grand frisson, son cœur nouveau bat pour la première fois aujourd'hui. La vie s'installe. Mais il ne faut pas rester ici, car tout peut s'écrouler sur eux. S'adressant à ses compagnons, Jacques leur dit : « Franchissez cette porte, elle nous emmène vers la sortie, vers l'air nouveau de cette planète. Hâtons-nous maintenant. Cela fait trop longtemps que ce cœur ne battait plus, il va s'enflammer. » De ce fait, tous les hommes et toutes les femmes bondissent et se dirigent vers le nouveau voile multicolore. Jacques en fait autant et disparaît à jamais du cœur de la planète. Ils sont dehors, cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pu voir au-dessus d'eux les étoiles brillant de 1000 éclats dans le ciel. Mais pour eux, ce ciel est nouveau. Ils le découvrent comme s'ils n'avaient auparavant jamais vécu ailleurs que dans l'enfer de cette planète morte. Les hommes, les femmes se rassurent les uns les autres. Enfin rassemblés, la lumière du cœur de la planète les unit pour l'éternité. Jacques les regarde, mais il a un pincement au cœur. Alors la femme qui lui avait demandé de les faire sortir quitte un instant le groupe et se rapproche de lui. « Sois tranquille, Jacques, tu vas retrouver très prochainement celle que tu aimes. J'en suis certaine, et tu ne la quitteras plus, car ton destin n'est pas sur cette planète, mais au contraire de retourner vers les tiens. Mais je ne sais pas où est perdu Aqualus. » La femme prend la clé posée sur la poitrine de Jacques. Cette clé peut te guider vers elle, car c'est la clé de ton cœur. Je suis bloqué sur cette planète, il faut retrouver le vaisseau. À cet instant, la planète se met encore à trembler. Les vibrations ne cessent et devant eux. À quelques kilomètres, le sol éclate et un faisceau de lumière jaillit droit, comme planté depuis l'infini, semblable à un laser, mais d'une intensité et d'un diamètre sans aucune mesure, et traverse l'univers entier. Sa force est immense, et sans pareil avec les énergies réunies de toute la création. Deux autres faisceaux identiques s'échappent au même instant de la planète et partent sur le même plan mais dans 3 directions différentes. À l'horizon, l'étoile qui est toujours restée immobile semble maintenant se lever. Tous regardent ce spectacle au ralenti, mais d'une ampleur extraordinaire. La planète morte se remet à vivre. Son cœur se met à bouillir, elle se réveille et commence à tourner sur son nouvel axe, entraînée par les 3 rayons de lumière qu'elle déploie. La graine d'étoile éveillée par le cœur des hommes s'ouvre à l'univers et répand son feu d'amour. Idriss revient un peu à ses compétences et dit à Jacques : « La planète s'est mise en rotation, elle paraît se lancer. Nous allons bientôt nous retrouver dans la zone illuminée par l'étoile. Nous devrions tenter de retrouver le vaisseau. » Sous leurs pieds, le sol vibre mais aucune secousse majeure ne s'ensuit. Idriss pense que la rotation engagée en est la conséquence. Jacques a une idée et demande à Argousin : « Toi qui as une vision exceptionnelle, saurais-tu où nous pouvons retrouver le vaisseau ?» Argousin se concentre mais il ne peut déterminer sa position, car la planète est très grande. Alors Alof Jaman intervient et dit : « Aurore, mon ami, mon âme sœur, nous propose d'entrer en contact avec Noèse sur le vaisseau. » Elle a toujours ses pouvoirs télépathiques. « Aurore, ne perdons pas de temps, fais-le immédiatement. » À ce moment, dans le vaisseau, Noèse qui est assoupie sur son lit entend dans sa tête qu'on lui parle. C'est pour elle une voix inconnue, mais elle comprend clairement. « Noèse, écoute-moi, si tu m'entends, je m'appelle Aurore, je suis avec Jacques et les hommes du vaisseau. Nous sommes égarés sur la planète. Jacques et nous tous avons besoin de ton aide. » Pour la première fois depuis si longtemps, elle a des nouvelles de ses amis. Elle répond à Aurore : « Je t'ai entendu et mon cœur est maintenant empli de lumière à l'idée que mes amis sont avec vous. Que puis-je faire pour vous aider ?» Aurore dit aussitôt à tous ce que Noèse vient de lui dire, et tous les hommes crient de joie. Alors Jaman a une idée, et la dit à Aurore, qui le retransmet. « Noèse, Alov propose que tu descendes dans le hall où se trouvent les cellules de secours. Mets-toi aux commandes d'une et rejoins-nous.
Noès acquiesce et regagne le petit vaisseau. Une fois à l'intérieur, elle demande à Aurore: « Je suis aux commandes de la navette, que dois-je faire ?» Alors Jaman explique par l'intermédiaire d'Aurore: « Ça y est, la navette décolle, je suis sorti du vaisseau. » Jacques est fort ému. Enfin, tous les hommes sont heureux de savoir que leur traversée du désert est aujourd'hui terminée. Les yeux levés au ciel, tous les hommes guettent son arrivée. C'est Jacques qui le premier l'aperçoit. Moins de 2 minutes plus tard, elle est à leur verticale et sans bruit descend lentement sur eux. Dans un silence chargé d'émotion, tous le regardent et font un salut vers leur sauveur. La navette s'est posée. La silhouette de Noès apparaît à tous, le visage amaigri, les cheveux plus courts et le ventre bien rond. Son bébé les attend pour venir au monde. Jacques est le premier à la rejoindre. Il la prend avec précaution dans ses bras et l'embrasse avec affection. « Tu nous as manqué. J'étais inquiet pour toi et ton enfant. Je ne vous ai jamais abandonné en pensée. Mon enfant vous attendait, mais maintenant il a hâte de voir le jour. » Mais Noès s'inquiète de ne pas voir nos femmes parmi eux. Jacques lui raconte son sacrifice. « Je me doutais qu'il ne reviendrait pas, dit-elle, mais je sens sa présence autour de nous. Il est partout dans la planète. » Aurore intervient. « En se sacrifiant pour les hommes, Novam a regagné le noyau de Monadis dans l'instant. Il est omniprésent maintenant. » Jacques demande à Aurore: « Qu'est-ce que Monadis ?»« Oh, c'est vrai, vous ne savez pas. C'est le nom de la planète. » Rapidement, tous font honneur à Noès et alors Jaman invite tout le monde à monter dans la cellule de secours pour retourner vers le vaisseau. Leur voyage se fait très vite. La navette se pose. Sortant à l'extérieur, tous regardent le ciel totalement obscurci, alors que précédemment, ils se trouvaient dans un crépuscule perpétuel. Maintenant c'est la nuit, pour la première fois. Ils se retrouvent plus tard dans la grande salle à manger, où, bien avant, Noès avait disposé un repas pour eux, qu'ils n'avaient jamais pu prendre. Une fois qu'ils sont rassemblés, Aurore reprend la parole. « Mes amis, aujourd'hui est un grand jour, car par votre sacrifice à tous, le cœur de Monadis s'est enflammé. Ceci de façon irrévocable. La conséquence est pour l'univers entier un changement total dans la structure de chaque planète, chaque étoile. Cette graine d'étoile si longtemps endormie depuis le premier jour de la création de l'univers a été touchée par le cœur d'hommes purs et leur don total a libéré l'amour. Cette triple force émise par notre planète touchera un à un chaque astre qui à ce moment sera transformé pour changer de nature. La matière disparaîtra et laissera place à une nouvelle nature sans limite ni frontières, où toute vérité sera dévoilée. Les hommes sur ces planètes, s'ils ne sont pas préparés, subiront un changement tel qu'ils ne sauront que faire. La grande dématérialisation a commencé, cela dans le but de retourner à la source unique, la vie originelle d'avant le grand éclatement qui s'est produit il y a 15 milliards d'années. C'est grâce à un homme que cela est devenu une réalité. Mais Jacques demande: « Mais vous, les 12 femmes, découvertes au cœur de la planète, qui êtes-vous » Jacques: « L'homme est double, masculin et féminin. L'un sans l'autre, nous ne serions pas des êtres réalisés. C'est pour cela que nous sommes ensemble depuis cette heure. Et sans nous, vous n'auriez jamais pu éveiller cette graine d'étoile. Mais pour répondre complètement à ta question, je vais te raconter notre histoire. Je lis en toi que tu connais déjà une partie de notre passé. Gaélide a posé son empreinte sur toi. Nous décollâmes de Képhren, et nous nous séparâmes du vaisseau désormais Lunis, qui s'éleva et partit à la recherche d'un nouveau monde. Belzus voulait quitter la voie lactée pour ne plus jamais être soumis aux rayonnements astraux, comme Atlantide l'était régulièrement. Andromède était notre destination, mais Astronis lui fit savoir qu'il connaissait la position de Monadis, la source de tous ses ennuis. Alors Belzus n'eut plus qu'une idée, c'est d'aller détruire l'astre en question. Et, au bout de 15 jours de voyage, nous arrivâmes en vue de la planète. Elle était magnifique, et ressemblait en tout point à Atlantide, que je nommerais Terre, comme l'avait décidé Yahvé. Monadis avait tout pour être une planète magnifique, où Belzus et ses Goloks auraient pu vivre des millénaires. Mais il n'en fit rien. Il envoya une équipe pour l'explorer. Ils n'eurent aucun mal à trouver le chemin qui menait au centre de la planète. À l'intérieur,
ils ne découvrirent qu'une petite pille de lumière. Ainsi les hommes lui rapportèrent leur découverte. Riant aux éclats, il ordonna qu'on détruise ce germe de lumière ridicule. Hélas, les hommes qu'il envoya ne revinrent jamais. 13 patrouilles furent absorbées par cette poussière de lumière. Plus personne ne voulut y retourner. Alors, depuis son vaisseau, il dirigea toute la puissance de ses armes sur la planète. J'ai assisté au bombardement éthérique sur la planète, mais ce fut un fiasco. Elle semblait absorber toute la puissance de feu. Le résultat fut de façon surprenante l'immobilisation de l'astre sur son axe. Belgius était devenu très nerveux. Il n'était pas question pour lui de renoncer sans résultat. Alors, un de ses sages embarqués, Luam, eut une idée. Il lui suggéra une façon de neutraliser cette graine d'étoile. Congeler le noyau, car il semble réagir aux armes de feu. Mais le froid n'est pas un signe d'agression. Comment comptes-tu t'y prendre, lui demanda Belzius. Comme plus aucun Golok ne veut pénétrer le noyau, faites-y rentrer les 12 hommes et femmes Lunis. Par leurs pouvoirs mentaux conjugués, ils gèleront la graine d'étoile. Ton idée est excellente, mais si derrière nous les Lunis viennent le dégeler, cela n'aura servi à rien. Vous avez les 24 Lunis les plus doués, et si vous acceptez, je pourrais construire avec eux un piège gigantesque, afin que ceux qui voudraient s'en approcher s'y perdent, jusqu'à en devenir fous. Ainsi il sera impossible de trouver cette particule de lumière. Laissez-moi m'en occuper, je prendrai les 12 hommes pour bâtir un chemin de perdition, tandis que les 12 femmes gèleront le noyau, et je les obligerai ensuite à faire de cette cavité une tombe d'où elles ne sortiront jamais. Elles demeureront plus froides que la glace des comètes. Commence immédiatement, Luam, emmène ces hommes et ces femmes, et assure-toi qu'ils ne dévoilent jamais le secret de cette planète. Je n'ai pas assisté à cette discussion, mais un gardien avec qui j'avais sympathisé m'en fit part. Je compris alors que mes compagnons d'infortune n'en sortiraient jamais vivants. Nous avions quitté la terre que nous aimions parce que nous avions été choisis par le représentant psyché à cause de nos très grandes capacités mentales. Mais nous ne faisions pas partie de cette caste. Seul Yahvé s'était opposé à notre départ, mais comprenant que c'était peine perdue, il nous dit « Vous trouverez dans l'espace votre vocation. Faites au mieux tous les travaux que l'on pourra vous confier. Surtout, ne craignez jamais la mort, car sur vous, elle n'aura pas le dernier mot. Partez sans crainte. » Aussi, pas un de nous n'oublia ces paroles. Les hommes travaillèrent durant 137 jours pour construire ces grottes gigantesques, les galeries et surtout les 13 portes et leurs épreuves. Luam étudiait avec eux chaque détail pour que les pièges soient efficaces, mais en lui, il y avait une idée bien différente que celle qu'il avait eue précédemment avec Belzius. Il n'avait pas l'intention de faire mourir qui que ce soit, mais bien au contraire, il fit tout pour préserver les hommes qui viendraient peut-être plus tard, même s'ils devaient s'y perdre. Lorsque tout fut terminé, Luam nous fit tous descendre au centre de la planète avec nos 12 compagnons. Il nous demanda de geler par nos pouvoirs la graine d'étoile. Il me dit ainsi qu'à mes consoeurs, « Vous ne ressortirez pas de cet endroit avant d'avoir par vous-même fait luire la lumière et la puissance de cet atome que vous voyez au-dessus de vous. Faites ce que je vous demande, ne craignez pas le sommeil de glace. Il vaut mieux ce que vos compagnons et moi-même subirons à la sortie de cet immense puits. » Je compris à cet instant que Belzius ne laisserait aucun de ceux qui avaient participé à ces travaux survivre. Luam, bien qu'étant un des sages proches de Belzius, s'était laissé prendre à son propre piège. Il avait pris conscience et s'était rallié avec nous dans le silence. Nous l'avions tous compris. Alors, dans un silence d'espoir, par notre pensée, nous tous, mes compagnons et Luam, gelèrent le noyau en l'enrobant d'une épaisse couche de glace. Puis les hommes se retournèrent vers nous et nous pétrifièrent dans la glace. Nos vies se sont arrêtées jusqu'à ce jour, mais pour nous c'était hier, comme un sommeil sans rêve. Grâce à toi, Jacques, nous voici tous réunis dans l'amour des 3 rayons par la graine d'étoile. Maintenant que cela s'est réalisé, demande Jacques, vous pouvez rentrer sur la terre. Non, Jacques, notre mission ne fait que commencer, car nous sommes devenus les gardiens de l'amour. Nous devons rester ici et par nos qualités veiller à ce que nul ne vienne détruire la graine qui pousse maintenant. Par contre, toi et Noès, ne pouvez rester là, car d'ici quelques heures,
la planète va se transformer et se dématérialiser. Jacques est surpris par toutes ces révélations. Pour lui, le mystère qui entourait son voyage se lève et devient plus clair. Idriss s'approche de lui et lui dit « Aurore a raison, je ressens que la planète ressemblera tout entière à son cœur dans moins de 12 heures. Toi et Noëz devez vous presser. Mais comment partir ? Jacques, Novam ne t'a-t-il pas donné quelques indications ? Ah, c'est vrai, le vaisseau de neuf. Aurore, voudriez-vous me donner votre avis sur le vaisseau qui est dans le parc des astronefs ? Si tu veux, Jacques. Quelques minutes plus tard, devant le vaisseau, Aurore dit à Jacques « Ce type de petit chasseur spatial était déjà construit à mon époque. » Jacques se rappelle le dernier poème de Novam et dit à voix haute « Aqualus, tu la retrouveras parfaite, car tu as la clé ouvrant la voie directe. Pose-la dans le vaisseau de mon ami neuf. Laisse-toi emmener avec un cœur tout neuf. » Ces vers que mon ami m'a dit avant de disparaître sont aussi une clé. Aujourd'hui, je choisis le chemin de la voie directe. Celui-ci m'a toujours attendu. Alors Jacques monte à l'échelle qui le conduit au cockpit et prenant la clé qu'il a autour du cou, trouve le logement où elle s'introduit. Il dit « J'ai trouvé où poser la clé. Ce vaisseau m'a toujours attendu depuis qu'Aqualus nous a quittés. Je ne sais pas où il me mènera, mais je vais me laisser guider. » N'oublie surtout pas, lui dit Alofjaman, la plaque que nous avons trouvée sur la sonde terrienne, car elle contient toutes les données pour rentrer chez toi. Sur ce fait, Jacques décide de bien se préparer pour le voyage. Noëz se fait examiner par son fils qui est soucieux pour son enfant. Mais tout se présente bien. Le fœtus a déjà la tête en bas. Son cœur bat normalement. C'est une fille, et si tout se passe bien, elle naîtra dans 15 jours. Cela indique bien que Jacques et ses amis ont vécu plus de 3 mois dans le cœur de la planète. Sans chronocristal, ils avaient perdu la notion du temps. D'ailleurs, celui du vaisseau indique que depuis leur départ, il s'est écoulé exactement 99 jours. Noëz est d'accord pour quitter Monadis avec Jacques, mais demande s'ils ont le temps de partager un dernier repas ensemble. Noëz, aidé par 4 femmes, prépare un repas d'exception qu'ils prennent en commun. Les hommes sont un peu attristés de se séparer de Jacques avec qui ils ont vécu de nombreux jours et partagé tant d'aventures. Mais Aurore les rassure. Mes amis, ne soyez pas tristes. Jacques ne nous quittera plus, car il est intégré au groupe dont nous faisons partie. Ni le temps ni la distance ne peuvent nous séparer maintenant. Nous tous préparons un monde nouveau, où l'humanité ne connaîtra plus ni frontières, ni séparation, ni souffrance. L'unité, l'amour sont notre vie. Noëz, merveilleuse dans sa robe jaune, les jambes recouvertes d'un caleçon noir, pose ses mains sur son ventre, comme pour tenir l'enfant qui dort encore en elle. Fermant les yeux un instant, elle soupire et dit « Novam m'inspire un tout petit poème que j'aimerais vous chanter. » Du haut de mon cœur, je vis dans le bonheur. L'étoile s'est réveillée, apportant l'éternité. Répondons en retour, en donnant tout notre amour. Je vis avec elle, me voyant à l'éternel. Mon enfant sera pour elle un témoin vivant du ciel, donnant à tous les humains l'espoir d'un nouveau matin. Amis, vivez heureux, voyez ce jour merveilleux, déployé dans un bain d'or. Voici la divine aurore. Noëz a elle aussi une voix d'or, et juste après avoir chanté, elle leur dit « J'aimerais que vous me suiviez. » Elle les emmène à l'extérieur du vaisseau. Dehors, regardant l'horizon quelques minutes, ils aperçoivent une lueur qui de minute en minute se précise. L'étoile se lève comme pour annoncer un jour vraiment nouveau. Et, dans le cœur de tous, cette pensée pénètre.
C'est le premier jour de la planète, comme il n'y en eut jamais avant. Cette planète morte, à leur arrivée, est maintenant un astre dont la vie sera à jamais une exception pour les hommes et les femmes qui la peuplent. Car qui avant eux avait déjà ranimé une telle planète? Monadis, l'astre de l'amour. Mais Aurore les rappelle à leur devoir. Nous avons un travail à réaliser dès maintenant, celle de veiller sur la sécurité de notre planète et œuvrer pour son rayonnement universel. Jacques Noès, vous avez moins d'une heure pour quitter Monadis. Après il sera trop tard. Prenez place dans votre vaisseau, partez sans délai. Nos pensées, l'amour de Monadis vous accompagne sur toutes vos voies. Partez, allez préparer les hommes sur la terre avant que tous les rayons de l'amour ne la touchent. Dès votre arrivée, le premier rayon frappera la planète. Les autres interviendront plus tard, mais soyez tous prêts au deuxième. Déjà Lunis et Golox seront totalement irradiés dans les jours à venir. Leur dématérialisation est imminente. Il n'y a plus de temps à perdre. Yes avertit à cet instant que des milliers de vaisseaux ennemis sont dans l'orbite de la planète. Les Goloks les ont retrouvés. Une attaque se prépare. Vite, au vaisseau, dit Jacques. Noès, dépêchons-nous.